9 randonneurs partis affronter l'immensité sauvage s'évanouissent sans laisser aucune trace. Ils ne seront retrouvés que des mois plus tard dans des conditions défiant l'entendement aussi étranges que terrifiantes. Accrochez bien vos bonnets, je vous embarque avec moi sur les traces glaciales de la tristement célèbre affaire du col de Dyatlov. Nous sommes fin janvier 1959 à Sverdlovsk, en Union soviétique, et un petit groupe s'apprête à effectuer une expédition qui s'annonce hors norme. Ce petit groupe est constitué de 10 étudiants. Il y a Zina Kolmogorova, Rustim Slobodin, Yuri Krivonichenko, Yuri Doroshenko, Yuri Yudin, Alexander Kolevatov, Lyudmila Dubinina, Nikolai Thibault-Brignol et Semyon Zolotaryov. Le dernier, et non des moindres, Igor Dyatlov. Lui, c'est le cerveau de l'équipe, celui qui a tout planifié, le gars sûr. Tous étaient des randonneurs chevronnés, soit étudiants, soit déjà diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Et cette école, elle formait des ingénieurs en aérospatial, des physiciens nucléaires ou toutes sortes de spécialistes techniques de haut vol. Du sérieux quoi. Et ils avaient un objectif énorme, une expédition de grade 3. Et vous allez me dire, mais c'est quoi cette merde? Alors c'est simple, à l'époque en Union soviétique, le grade 3 c'était du haut niveau, le top level, le truc le plus hardcore pour un randonneur. Et ça signifiait parcourir au minimum 300 km sur au moins 16 jours en autonomie totale sur une zone non habitée. Et eux, ils avaient décidé de le faire en février. Alors l'hiver russe dans l'Oural, c'était brutal. On parle de température en moyenne de moins 40 degrés avec des vents ultra violents qui soufflent dans tous les sens. Pas d'abri, pas de piste balisée. Autant dire que s'il vous arrivait quelque chose, vous étiez b***. Pour notre petit groupe, c'est destination le nord. Après un long trajet en train et en camion, ils atteignent enfin leur destination qui est Vijay. Et Vijay, c'est le dernier point de civilisation. Après Vijay, c'est une immensité blanche avec uniquement des montagnes, de la neige et des arbres. Le 27 janvier, ils commencent alors leur périple. Ils se mettent en marche et parcourent des kilomètres sous la neige. Et déjà, après un jour, un petit couac. Un des membres de l'équipe est déjà en PLS. Il s'agit de Yuri Yudin. Alors, à sa décharge, le mec avait des problèmes de santé depuis déjà des années, à se demander ce qu'il faisait dans une expédition aussi compliquée. Et Dyatlov, le leader et aussi responsable de la sécurité de toute l'équipe, doit déjà prendre une décision qui lui est difficile. Et il demandera à Yuri le lendemain, le 28 janvier, de rebrousser chemin et de retourner à Sverdlovsk. Restons un petit moment avec Yuri. Le mec est rentré le cœur lourd à Sverdlovsk. Il pense beaucoup à ses amis en train d'arpenter les sommets de l'Oural. Et lui, il est bloqué là avec son mal de dos. Mais il sait que bientôt, il devrait avoir des nouvelles d'eux. En effet, le groupe Dyatlov est censé envoyer un télégramme depuis Vijay une fois qu'ils seraient descendus de la montagne. Et ils avaient prévu de le faire dans les alentours du 12 février. Mais le 12 février arriva et passa sans aucune nouvelle. Bon, à Sverdlovsk, à ce moment-là, personne ne s'inquiète vraiment. On sait que c'est une expédition compliquée et eux, ce sont des randonneurs expérimentés. Alors quelques jours de plus, normal. Sauf qu'une semaine passa très rapidement. Et là, l'inquiétude commença à monter. Le 20 février, des familles désespérées partent mettre la pression sur l'Institut. Il s'agit tout de même d'étudiants d'une grande école technique soviétique perdus dans l'hiver brutal. La pression monta rapidement et l'université céda. Il organisa alors des groupes de recherche bénévoles. Oui, bénévoles. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'intention de retrouver ces gens en fait. Amis, étudiants, instructeurs équipés à l'arrache sont partis comme ils le pouvaient suivre la piste du groupe Dyatlov. Et autant dire qu'ils n'ont rien trouvé. La nouvelle est parvenue assez rapidement à Sverdlovsk. Et c'est là que le gouvernement a décidé de s'en mêler. Ils ont fait intervenir leur meilleur enquêteur criminel, Lev Ivanov. Et Ivanov était envoyé directement depuis le cabinet du procureur, ce qui signifiait une seule chose. C'était désormais une affaire gouvernementale de premier plan. Et le premier move d'Ivanov, c'était parler à Yuri Yudin, la dernière personne à avoir été en contact avec le groupe. Et évidemment, Yuri partagera tous les éléments à sa connaissance, que ce soit l'équipement, les itinéraires, mais surtout le mood de la team avant qu'ils ne partent. Et en voyant l'ampleur que les choses prenaient, une idée terrifiante commençait à germer dans son esprit, celle qu'il ne reverrait sûrement plus jamais, ses amis vivants.
Ivanov était désormais aux commandes d'une vaste opération de recherche, et avec lui des soldats, des alpinistes aguerris, des avions, mais surtout des guides Mansi originaires de la région, qui connaissaient les montagnes par cœur. Et après avoir étudié en détail l'itinéraire du groupe Dyatlov, il apprit que ces derniers, avant leur ascension du mont Oterten, avaient prévu de camper sur le flanc d'une petite montagne à proximité appelée hauteur 1079. Et cette hauteur 1079 chez les Mansi portait un autre nom, Kholat Syakal. Et Kholat Syakal signifiait dans leur langage la montagne morte. Ouais, la montagne morte. Et cette montagne morte portait ce nom spécifiquement parce que des centaines de personnes y étaient... Mais quel mytho celui-là! Toi ça se voit, tu connais pas les fact-checkers. Quand ils vont te tomber dessus et te tabasser, tu vas rien comprendre! Bon ok, la vérité c'est qu'elle s'appelait la montagne morte uniquement parce que... il y avait rien. Que dalle. C'était mort quoi, pas d'ambiance. Il concentra donc les efforts de recherche spécifiquement sur ce secteur. Après quelques jours de recherche, un pilote envoya un message radio pour signaler qu'il avait vu quelque chose qui se détachait de la montagne, quelque chose qui n'avait rien à faire là. Ils dépêchèrent immédiatement un groupe sur les lieux. Et arrivés sur place, voici ce qu'ils ont découvert. À peine enfouie sous la neige, une tente d'expédition orange. Mais même de loin, ils comprirent que quelque chose n'allait pas. Et c'est en se rapprochant vraiment de la tente qu'ils ont pu observer sur le côté de longues entailles irrégulières et tenez-vous bien, elles avaient été faites de l'intérieur. Attendez, on va s'arrêter une seconde. Vous avez 9 randonneurs expérimentés sous cet abri, sûrement en train de se manger un blizzard sibérien, c'est-à-dire moins 30, moins 40 degrés, avec des vents ultra violents qui les fracassent de partout. Et quelque chose vous terrifie tellement que vous n'utilisez pas l'ouverture, mais que vous frayez un chemin en lacérant votre tente. Qu'est-ce qui a bien pu vous pousser à faire ça? Ça n'a aucun sens. À moins que le danger ne soit si proche, si immédiat, que votre seule solution, c'est de sortir maintenant. Ou encore pire, que le danger se trouve avec vous dans cette tente. À l'intérieur, tout était intact, figé. Leurs vêtements chauds, leur nourriture, leur équipement de survie et même leur journal intime. Et dedans, on pouvait lire que tout allait bien, tout se passait comme une randonnée difficile mais normale. Et à ce moment, un des guides Mansi découvre des empreintes qui partent depuis l'ouverture, des traces de pas. Mais c'est là que les choses deviennent étranges, bizarres. Ces traces de pas partent depuis l'ouverture faite sur la tente jusqu'à environ 1,5 km plus bas vers des arbres. On dénombre 8 à 9 personnes. Ils ont l'air d'être partis de manière disciplinée, pas en courant. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est que les traces de pas montrent des personnes pieds nus ou en chaussettes dans ce froid sibérien. Autant dire qu'ils n'avaient aucune chance de survivre. Et là, Ivanov, il commence à se dire que c'est pas un accident ordinaire. Quelque chose dans cette histoire est vraiment anormal. Et ils n'ont d'autre choix que de suivre ces traces. C'est d'ailleurs leur unique piste. Et donc 1,5 km plus bas, ils arrivent devant ce grand cèdre et à côté de ce cèdre, ils découvrent une tentative désespérée de démarrer un feu. Et à côté de ce feu, ils retrouvent les 2 premiers corps. C'est Yuri Doroshenko et Yuri Krivonichenko. Alors les deux sont retrouvés l'un à côté de l'autre allongés en sous-vêtements. Ils ont les mains et les jambes brûlées. Les doigts de Krivonichenko, eux, sont en piteux état, comme s'il avait essayé d'arracher de l'écorce ou des branches de ce cèdre. Et sur le cèdre lui-même, on retrouvera des bouts de tissu humain et de muscles jusqu'à environ 5 mètres plus haut. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-haut? Est-ce que c'est la folie qui les a poussés à faire ça? Est-ce qu'ils cherchaient quelque chose? Ou alors, est-ce qu'ils essayaient d'échapper à quelque chose? C'est une scène vraiment terrible. C'est à environ 300 mètres en amont du cèdre que le corps du jeune Dyatlov sera découvert. Il est à peine vêtu. 200 mètres plus loin, le corps de Zina Kolmogorova, les mains à vif et meurtries. Et un 5e corps, celui de Rustim Slobodin, sera retrouvé en fait quelques jours plus tard
entre celui de Dyatlov et de Zina Kolmogorova. Il se trouvait en fait à quelques mètres sous la neige. Mais Slobodin, lui, avait quelque chose de différent. Il avait une énorme fracture de la boîte crânienne, sur 15 cm. Ça nous fait maintenant 5 membres, dispersés sur cette pente glaciale, sans vêtements adéquats. C'était comme si quelque chose ne les avait pas simplement tués, mais les avait d'abord complètement rendus fous. Les 4 derniers corps restent introuvables, et les recherches s'éternisent. Et il faudra attendre 2 mois que l'Oural s'apaise pour enfin avancer de nouveau. On est début mai, le 4 mai pour être précis. Les équipes de recherche se concentrent sur un ravin profond et boisé, un peu lugubre avec une neige extrêmement épaisse au fond. À l'aide de sondes à neige, ils passent le secteur au peigne fin. Et là, c'est un miracle. Les perches touchent quelque chose de solide. Et après de nombreuses heures à creuser, ils les trouvèrent enfin. Les 4 derniers randonneurs. Et alors là, on rentre dans la partie dérangeante de toute cette histoire. Les 4 étaient blottis incroyablement près les uns des autres et ils étaient beaucoup mieux habillés. Et pour cause, vous l'aurez peut-être deviné, mais ils portaient les vêtements de leurs camarades décédés, comme une dernière tentative désespérée de survivre. Mais les blessures, les blessures, accrochez-vous bien, parce que c'est là que les choses deviennent inexplicables et dérangeantes. On a Ludmila Dubinina. La pauvre a les côtes brisées, fracturées en miettes des 2 côtés. Il lui manque ses yeux et sa langue. Nicolas Thibault-Brignol, lui, a le crâne complètement fracturé. Il est enfoncé vers l'intérieur. Semyon Zolotaryov montre les mêmes blessures à la poitrine que Ludmila. Et le dernier, Alexander Kolevatov, montre de graves traumatismes à la tête et au cou. Et là, il y a de quoi se demander, mais qu'est-ce qui a pu provoquer ces blessures? Le médecin légiste principal, qui était chargé d'effectuer les autopsies, déclarera que la force qui avait causé ces blessures à la poitrine était comparable à celle d'un crash de voiture à haute vitesse. Mais ce qui est extrêmement important à noter, c'est qu'aucune blessure externe ne concordait. C'est d'ailleurs lui le célèbre auteur de la conclusion, une force irrésistible inconnue. Alors attendez, parce que c'est pas fini. Parce que pour rendre ce mystère impossible, encore plus fou, sur leurs vêtements, on a trouvé des traces de radiation. Ouais, des traces de radiation. Mais alors d'où est-ce qu'elles venaient? Cette question reste totalement inexpliquée. Ces jeunes gens ont fait face à quelque chose d'extrêmement puissant et violent. Ivanov tentera de creuser, aller plus loin dans cette affaire, mais il sera rapidement ralenti, voire même stoppé. C'est ainsi que l'enquête officielle sur la mort de 9 jeunes soviétiques fut soudainement arrêtée, fin mai 1959. Et la cause officielle du décès? Tenez-vous bien, ils sont morts d'une force naturelle irrésistible que les randonneurs n'ont pas su surmonter. Une force naturelle irrésistible. C'était leur grande explication. Autant dire que ça n'expliquait rien. La tente coupée de l'intérieur, la fuite pieds nus, les blessures horribles, les radiations, rien. Le dossier sera classé top secret et sera rangé au fin fond des archives soviétiques poussiéreuses afin d'y être oublié. Et c'est seulement des années plus tard, une fois que l'Union soviétique sera tombée, que les gens commenceront à parler. Et Ivanov déclarera aux journalistes que ce n'était ni le temps, ni une avalanche. Il faut quand même noter que le gars, au début des années 90, a déclaré à des journalistes que lui, ainsi que des gens de confiance, dont des militaires, avaient été témoins de sphères volantes brillantes et des lumières oranges dans le ciel de l'Oural à cette période-là. Il est persuadé que ce sont des ovnis qui sont responsables directement de la mort des randonneurs. Jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses personnes pensent que le gouvernement russe cherche à dissimuler les causes réelles de cet accident. Mais dissimuler quoi exactement? Qu'est-il réellement arrivé à ces randonneurs en 1959? Les théories partent dans tous les sens. D'abord, il y a celle de l'avalanche. C'est celle qui paraît le plus plausible pour une montagne en hiver. Alors attendez, la tente était encore debout. Elle était ouverte de l'intérieur, avec des traces de pas qui montraient 9 personnes qui ont marché de manière disciplinée. Ouais, moi je pense l'avalanche, même si ça paraît plausible, on va le rayer. Autre hypothèse, l'attaque animale.
des ours ou des loups. J'aime beaucoup cette théorie-là, parce qu'il y a des gens qui se sont dit qu'il y a des ours qui vont tabasser des randonneurs, leur briser des côtes. C'est vrai qu'ils sont chauds les ours en Russie, mais je pense qu'on va la rayer celle-là aussi. Sinon, il y a l'hypothermie. Ça peut être une petite partie du puzzle, mais pas tout le puzzle. Et là, la favorite du public, l'arme secrète militaire. Elle est peut-être pas si folle que ça, dans le sens où on est en 1959, en pleine guerre froide. Et dans les montagnes de l'Oural, on sait qu'il y a des bases secrètes militaires. Et si les randonneurs étaient tombés sur quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir, peut-être l'essai d'une nouvelle arme, quelque chose capable d'envoyer des ondes de choc, ça pourrait expliquer pas mal de choses. Les blessures internes sans traces évidentes extérieures et peut-être aussi les radiations. La fuite peut être quelque chose qui a créé une folie chez eux et pour les gens, ça expliquerait aussi la dissimulation rapide du gouvernement. Mais la triste réalité, c'est qu'encore aujourd'hui, nous sommes incapables de dire avec exactitude ce qui est arrivé à ces 9 jeunes soviétiques, partis en recherche d'aventure, mais qui ont marché droit dans un cauchemar absolu. L'affaire du col Dyatlov reste ce mélange fou autour d'événements terrifiants et de possibles mystères autour de dissimulations gouvernementales. On ne saura sûrement jamais ce qui s'est passé sur les flancs de cette célèbre montagne morte. Et la montagne, elle gardera ses secrets. Et vous, que pensez-vous qu'il s'est réellement passé là-haut? Quelle était cette force irrésistible inconnue? Je suis vraiment curieux d'entendre vos théories. N'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous remercie du fond du cœur. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications. Ça m'aidera grandement, sachant que c'est ma première vidéo et j'en ai plein d'autres au programme. Alors n'hésitez pas, si vous avez envie de me laisser un petit message, faites-vous plaisir. Et s'il vous vient l'idée d'aller en randonnée, attention aux ours.